voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces leçons inaugurales, à Philippe Courtier, remercier Philippe Courtier de les avoir initiés, Clément Mabi et plusieurs autres qui se reconnaîtront ici. Je pense qu'il est important dans le cadre de ces leçons inaugurales de bien comprendre, et c'est l'idée fondamentale, qu'il y a un lien fort dans l'enseignement supérieur entre enseignement et recherche. Et donc ce qu'on veut à travers ces leçons inaugurales, c'est vous faire toucher un peu du doigt ce que c'est que la recherche dans les sciences qu'on dit parfois dures, et ce que c'est que la recherche dans les sciences humaines et sociales. Donc vous aurez 3 leçons inaugurales, la première aujourd'hui, mardi et vendredi. Et l'idée, c'est de vous faire donc toucher du doigt ce que c'est que la recherche, vous faire aussi peut-être pointer le fait que l'ingénieur peut aussi devenir un ingénieur docteur, que l'ingénieur peut être amené à faire de la recherche, et que d'ailleurs dans un certain nombre de pays, c'est moins le cas en France qu'ailleurs, qu'aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, c'est clair que l'ingénieur docteur est le vrai titre d'ingénieur aux États-Unis, c'est ingénieur docteur et pas tellement ingénieur, alors qu'en France, on est beaucoup sur le titre d'ingénieur simplement. Je voudrais remercier donc notre invité d'aujourd'hui, qui est Luc Abadi, de nous faire cette conférence sur biodiversité, questions de science, questions de société. Il est professeur d'écologie à Sorbonne Université, co-directeur de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Il a travaillé sur les cycles de l'azote et du carbone en zone tropicale, sympathique. Il s'intéresse à l'extraction du carbone dans les sols et plus généralement au lien entre cycles biogéochimiques, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Donc Luc, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et puis je te laisse tout de suite la parole. Eh bien, je commencerai aussi par des remerciements. Je suis très content d'être présent à l'UTC et de participer à ces conférences d'ouverture, on va dire. Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu de biodiversité, d'essayer de vous présenter les questions de recherche, la manière dont on travaille sur ces questions de biodiversité aujourd'hui, et puis également de vous montrer quelle est l'importance concrète de ces questions de biodiversité par rapport aux enjeux environnementaux, voir quelles solutions à un certain nombre de problèmes cette biodiversité peut apporter. Alors je vais commencer d'une façon pas très originale, j'espère que ça sera mieux après, peut-être vous donner une petite définition de la biodiversité. Je vous ai mis le texte officiel de la Convention sur la biodiversité qui a vraiment lancé le concept sur le plan pratiquement politique, mais aussi sur le plan scientifique, avec des recherches nouvelles qui ont été initiées à partir de cette Convention sur la biodiversité. En fait, le mot-clé dans cette définition, pour moi, c'est le mot variabilité. S'intéresser à la biodiversité, c'est s'intéresser à la variabilité du vivant, donc variabilité dans le temps, variabilité en termes de représentation de cette biodiversité. Mais c'est un concept aussi, donc, comme je l'ai dit, qui a été lancé par une convention, donc finalement qui a des racines dans le monde politique, dans le monde international. Et donc aujourd'hui, le concept de biodiversité, il ne s'intéresse pas qu'à cette variabilité du vivant pour la variabilité du vivant, mais il s'intéresse aussi aux conséquences de cette variabilité du vivant par rapport aux préoccupations humaines et notamment à ces questions d'environnement. Donc c'est d'emblée à la fois une approche purement scientifique et de plus en plus une approche de questions de société, d'enjeux de société, que vous connaissez autant que moi, on en parle beaucoup ces derniers temps. Alors une manière toute bête, c'est souvent comme ça que c'est fait, d'aborder la question de la biodiversité, c'est de parler d'espèces. D'ailleurs, très généralement, quand on parle de biodiversité, on parle d'espèces, voire même on compte les espèces. Voilà. C'est une manière assez primaire d'aborder cette question de la variabilité du vivant, mais c'est une manière qui est facile, entre guillemets, à mettre en œuvre. En tout cas, c'est la moins compliquée. Et donc, la première question qu'on peut se poser sur la biodiversité, c'est combien d'espèces à la surface de la planète ? Vous avez ici un tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vous donne des estimations exactes du nombre d'espèces dans différents groupes du monde vivant, avec la sécurité d'ailleurs de ces estimations. On est aujourd'hui à peu près 1,8 million d'espèces qui sont dites connues. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs quand on dit des espèces connues, parce qu'en fait c'est des espèces qui ont un nom, il y a un type qui est déposé quelque part dans un musée, mais finalement l'impact de ces espèces sur le monde vivant et sur le fonctionnement de la planète en général, il est très très rarement
explicité. Donc en fait, on ne connaît pas grand-chose. Et le petit jeu, évidemment, c'est d'essayer de compléter ces inventaires, de comprendre comment fonctionne tout ça, et de s'interroger sur quel est le vrai nombre, finalement, d'espèces sur la planète. Alors ça, on a à peu près une idée. Probablement, ça tourne autour des 10 millions d'espèces. Donc on est encore loin du compte en termes de connaissances. Ça progresse vite. Tous les ans, on décrit plusieurs dizaines de milliers d'espèces nouvelles. Voilà, probablement une dizaine de millions d'espèces. Alors, à partir de là, de ce constat, on peut commencer à faire de la science. Autrement dit, on peut se poser des questions du style comment on arrive à quelque chose qui est entre 2 millions et 10 millions d'espèces et pourquoi on arrive à ce chiffre. Si on fait un tout petit peu, si on regarde un peu plus les choses dans le détail, si on regarde l'histoire du vivant, qui est maintenant bien connue, notamment grâce aux techniques de la biologie moléculaire, on a réussi à retracer l'arbre du vivant. Et on s'aperçoit qu'en termes de forme, j'ai presque envie de dire de stratégie qu'ont adopté les organismes pour se maintenir dans l'environnement, on a une très grande diversité de formes. Et les êtres humains, là-dedans, ne sont qu'un tout petit... Enfin, les mammifères, d'une manière générale, ne sont qu'une toute petite solution, entre guillemets, qu'a mis au point la nature pour persister dans le temps. Donc déjà, on se dit, OK, on a cet arbre extrêmement compliqué, cet arbre de la vie, dont d'ailleurs aujourd'hui on est en train de couper certaines branches, j'y reviendrai. Comment on en est arrivé là? Quelle est la logique qui est derrière? Est-ce que c'était évitable ou pas? Est-ce qu'on arrive à ce résultat de façon inévitable? Et si oui, quelle est la mécanique qui est derrière? On peut aussi, sur certains groupes ça a été possible, on peut faire de l'histoire. Vous voyez que pour le monde terrestre, quels que soient les groupes qu'on regarde, on a quand même des évolutions sur des échelles de temps très longues. Là, il s'agit de plusieurs centaines de millions d'années. On a des évolutions, pour autant qu'on ait pu reconstituer ça avec les archives sédimentaires, par exemple. On a des évolutions qui sont très comparables. On a une espèce quand même de dynamique qui a l'air plus ou moins exponentielle, on va dire, dans tous les groupes. Pareil dans les niveaux marins. Et dans les niveaux marins, on a réussi à reconstituer assez bien tout cet historique et en particulier les événements d'extinction. Il y a eu dans l'histoire des extinctions de la biodiversité, c'est-à-dire d'une régression du nombre d'organismes. Et c'est très bien documenté pour les organismes marins, puisque les organismes marins, évidemment, bénéficient de conditions de fossilisation au fond de l'océan qui sont très bonnes. C'est beaucoup moins aléatoire que sur les continents. Donc c'est une vision assez correcte, probablement assez représentative de la dynamique du vivant sur la planète. On voit des crises d'extinction. La plus importante, ça a été le Permien, où on a eu probablement 50% d'espèces ou plus qui ont disparu sur 1 million d'années à peu près. Et à chaque fois, vous voyez que ça repart. On a l'impression, et certains géologues, par exemple Vernadsky, qui était un géologue russe, on a l'impression que cette dynamique d'expansion du vivant, c'est quelque chose d'inévitable en quelque sorte. Vernadsky disait même que c'est quelque chose qui est probablement une caractéristique de la planète en tant que telle. Donc la question c'est pourquoi ça repart à chaque fois? Alors la réponse, eh bien, elle a été donnée, entre autres, mais de façon assez puissante, je vais essayer de rentrer un peu dans la mécanique, par Darwin, qui a fait des grands voyages à travers le monde, ça l'a beaucoup inspiré. Il est aussi resté chez lui, Darwin, il a regardé par exemple comment faisaient les éleveurs de chevaux pour améliorer leurs chevaux en termes de sélection. Et comme vous savez, il a produit la théorie de l'évolution et la théorie de la sélection naturelle. On peut prendre un exemple pour essayer de comprendre la mécanique. Exemple célèbre, les pinsons des Galapagos. On connaît maintenant très bien l'histoire évolutive des pinsons des Galapagos, grâce là encore aux techniques de biologie moléculaire. 3 millions d'années, il n'y avait pas de pinsons sur les Galapagos, puis il y en a un qui débarque du continent. Sur ces îles, donc, il n'avait pas de compétiteur direct en termes de ressources. Donc très vite, les effectifs de ce colonisateur ont augmenté. Et évidemment, plus les effectifs augmentent, plus les ressources, de façon relative, deviennent difficiles d'accès pour cette espèce. Et donc là se met en place une mécanique qu'on peut voir dans beaucoup d'endroits, se met en place la mécanique de la compétition. Les individus vont être en compétition pour des ressources qui deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure que les effectifs augmentent. Donc on a entendu parler souvent ça, c'est la compétition, le struggle for life, etc.
En fait, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que très vite, ça peut être sur une génération, sur un individu existant, on s'aperçoit qu'il y a des changements dans le comportement de ces oiseaux. Certains vont se mettre du coup à récupérer des ressources au sol, d'autres vont récupérer ça sur les sommets des arbres ou à mi-chemin, à mi-hauteur, sur des arbres, des choses comme ça. Et cette relative spécialisation qui se met en place, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, elle va réduire l'intensité de la compétition. Autrement dit, la mécanique, c'est que vous avez une compétition qui se met en place, et pour des raisons que je vais vous décrire tout de suite, eh bien, se met en place une réponse, en quelque sorte, d'abaissement de l'intensité de cette compétition. Et donc, ça se traduit par des changements de comportement qui peuvent aussi, petit à petit, si on est sur des échelles de temps long, via le hasard des mutations, etc., des différences morphologiques qui vont permettre aux espèces de se spécialiser de plus en plus sur un certain type de ressources et donc d'éviter de plus en plus cette compétition pour les ressources. Et c'est comme ça qu'avec cette mécanique, au bout de 3 millions d'années, on arrive à 14 espèces qui se ressemblent, mais qui sont en fait spécialisées sur des ressources alimentaires particulières et qui sont aujourd'hui également spécialisées sur des milieux particuliers. Donc cette réponse, elle peut se faire de façon immédiate sur des espèces, sur des individus existants, au temps présent, mais si ces différences de comportement se maintiennent très longtemps, eh bien, par le hasard des mutations, elles peuvent être fixées, se transmettre de génération en génération, et on a ce processus de diversification. Alors pourquoi on évite la compétition? Tout simplement parce que un organisme, il a accès à une quantité limitée d'énergie, et donc s'il met son énergie dans la compétition, il ne la met pas dans le reste, c'est-à-dire dans la reproduction. Et donc à terme, il va y avoir un coût sur la production de descendants, et on peut être sur une trajectoire, si on met beaucoup d'énergie dans la compétition immédiate, on peut avoir une trajectoire qui va conduire à la raréfaction, voire pourquoi pas, à l'extinction de l'espèce. Je vais renverser le... Alors on a, ce que je raconte, c'est pas idéologique, il y a des centaines d'expérimentations là-dessus. Voilà. Si vous produisez des graines, vous avez le choix entre produire des grosses graines ou produire beaucoup de graines, et on s'aperçoit qu'il y a une relation extrêmement claire entre la taille et le nombre. Si vous produisez peu de graines, vous pouvez en faire beaucoup, vous pouvez en faire des grosses. Si vous produisez beaucoup de graines, vous allez être condamné à en faire des petites, parce que la quantité disponible d'énergie est limitée. Et tout ça fonctionne, Il n'y a pas de bonne solution là-dedans. Ce n'est pas la grosse graine qui est bien, ce n'est pas les nombreuses graines qui sont la bonne solution. En fait, les deux marchent. C'est une question de compromis, et c'est une question finalement de sélection au cours de l'histoire évolutive. Donc ça marche sur les plantes, ça marche sur les oiseaux, par exemple. Plus vous pondez d'œufs, moins vous vivez longtemps. Alors c'est pas très grave, parce que vous avez pondu beaucoup d'œufs en termes de descendance. Vous pouvez vivre également longtemps et produire peu d'œufs, et ainsi de suite. Donc c'est toujours ça. La nature, en fait, c'est tout le temps basé, la biodiversité se construit sur des compromis. Quelle énergie je mets dans telle fonction, dans telle autre fonction, et ainsi de suite. Et finalement, dans une certaine mesure, les 2 millions d'espèces existantes ou plus, vous pouvez considérer que ces 2 millions de compromis efficaces, qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grande diversité de bonnes solutions en termes de maintien de l'espèce à long terme. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu évident, quand on parle de biodiversité, on parle de diversité. Donc diversité, ça veut dire quand même qu'il y a un pluriel derrière. Et là, sur les stratégies en fait, de maintien à long terme, on a effectivement la démonstration que beaucoup de solutions sont des bonnes solutions. J'ai dit tout à l'heure que ça se passait à court terme. Vous avez un exemple célèbre des citelles, c'est des petits oiseaux qui vivent soit ensemble dans la même aire géographique, soit dans des aires géographiques différentes. Quand vous regardez la taille des proies qui sont consommées, c'est le schéma du haut, par ces oiseaux, quand ces oiseaux vivent dans des régions séparées, ils consomment à peu près les mêmes types de proies, donc ils sont en compétition potentielle, puisqu'ils ne sont pas ensemble. Donc ils pourraient être en compétition s'ils étaient ensemble. Et justement, quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que la taille des proies exploitée est peut-être un peu plus large, et en tout cas, il y a un partage de la taille des proies entre les deux oiseaux. Et ça, c'est une adaptation du comportement alimentaire qui se fait très très rapidement. D'accord ?
et qui est éventuellement réversible. Si vous remettez les oiseaux de façon séparée, on peut avoir de nouveau un changement de ces proies. Donc ça, des exemples de ce genre-là, on en a plein. Et ça veut donc dire qu'un des moteurs de la diversification, puisque la question c'était pourquoi on arrive à ces milliers d'espèces, eh bien on considère aujourd'hui que le moteur de la diversification, c'est précisément ces interactions de compétition entre les différents organismes. Par l'évitement de la compétition, vous spécialisez, et on peut toujours être plus spécialiste que spécialiste. Et on est sur un processus, vous voyez, qui est potentiellement presque infini en termes de diversification. Alors, j'ai beaucoup parlé de compétition parce que pendant longtemps, l'écologie, qui étudie la biodiversité, a été très imprégnée par ce concept de compétition. Depuis quelques décennies, on a une vision plus équilibrée. Ça marche aussi, par exemple, sur les questions de mutualisme, de coopération en quelque sorte. Et un des exemples les plus célèbres, qui est quand même rigolo, c'est un exemple, là aussi, qui a été proposé par Darwin, qui se balade à Madagascar. Il observe des orchidées. Alors ces orchidées, vous voyez, elles ont des longs tubes. Si je fais un zoom, ces tubes, c'est ce qu'on appelle des nectaries. En fait, c'est là qu'est produit le nectar. Mais le nectar, il est au fond du tube qui fait 30 cm. Pas facile à récupérer. C'est même très curieux. Une plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du nectar, c'est-à-dire qu'elle investit de l'énergie dans la production de nectar, de jus sucré, pour attirer des insectes qui vont venir se nourrir et qui, au passage, vont se charger de grains de pollen, et donc disperser l'espèce dans l'espace. Là, il faut aller chercher le nectar au bout d'un tube de 30 cm. Alors Darwin, il a dit, eh bien, il doit donc exister un organisme qui a une trompe, donc en l'occurrence un papillon, qui a une trompe de 30 cm pour aller récupérer le nectar au bout du tube. Et Darwin, il n'a jamais vu le papillon en question. Il a prédit son existence. D'ailleurs, le nom latin de sous-espèce, c'est predicta. Voilà, c'est une espèce qu'on a prédite, qu'il n'a jamais vue. 30 ans plus tard, d'autres naturalistes ont découvert ce papillon, que voilà. Et vous voyez, effectivement, il a une trompe de 30 cm. Et donc là, c'est un exemple aussi donc, de diversification de deux formes de vivantes qui se sont associées sur une association exclusive. Il n'y a qu'un seul papillon qui est capable d'aller féconder, d'aller chercher le nectar de cette plante. Et donc il y a un seul papillon qui est capable de propager le pollen de cette plante. Ça veut dire que la plante est gagnante. 100% de son pollen va atterrir sur la même espèce. Donc 100% de succès de la dispersion du pollen. Et puis le papillon, il est gagnant aussi, puisqu'il est le seul à venir consommer le nectar et il n'a pas de compétiteur. Donc c'est génial, sauf que c'est très risqué. C'est très risqué parce qu'évidemment, si le papillon disparaît pour une raison ou pour une autre, ou l'orchidée, eh bien, dans ce cas-là, l'autre, il n'y a pas de solution de repli, il n'y a pas d'alternative. Donc les deux sont intimement liés. Et donc finalement, cette biodiversité dont on parlait au démarrage, vous pouvez aussi la voir comme une espèce de compromis permanent entre la sécurité et le risque, en quelque sorte. On a un gradient, et on peut imaginer 36 000 types de relations entre individus, entre espèces, qui vont conduire à cette diversification du vivant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve quelques centaines de millions d'années plus tard avec 2 ou 10 millions d'espèces. Alors tout ça, ça vit ensemble, ça va former ce qu'on appelle un système écologique, ou un écosystème, comme vous voulez. Alors un écosystème, c'est ça. Ici représenté en termes de relations alimentaires, c'est autrement dit, qui mange qui. Donc voilà, c'est dans un lac, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les flèches ne sont pas dans le bon sens, ça vaudrait mieux. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, elles ne sont pas vraiment dans le bon sens, il faudrait les inverser, peu importe. Donc voilà, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et ça, c'est un objet d'étude de l'écologie aujourd'hui. Les sciences de la biodiversité s'intéressent beaucoup à la structuration, ce qu'on appelle la structuration des communautés. Quelles espèces, qui mange qui, comment circule là-dedans l'énergie, la matière, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça un écosystème. C'est ça. C'est de plus en plus compliqué. Et c'est l'objet central d'études en écologie. Donc moi, je dis souvent, l'écologie, c'est un peu une science de fou, quoi.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est comprendre le fonctionnement du grand tout. Voilà, ni plus ni moins. C'est ça l'ambition. Donc on peut se dire qu'on va être très rapidement, évidemment, perdu, noyé dans la complexité de ces systèmes écologiques. On peut arriver par différentes techniques, ça peut être du marquage, ça peut être de l'isotopie, ça peut être beaucoup de techniques, même des techniques moléculaires, peuvent aider à reconstituer finalement les voies principales d'échange de matière et d'énergie, par exemple, entre ces différentes espèces qui constituent ce complexe écologique. Et là, du coup, on commence à arriver à des aspects qui font le lien entre l'écologie, la science de la biodiversité, et des problèmes actuels d'environnement. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Bien sûr, dans tout ça c'est compliqué, mais il y a quand même des grands niveaux. Ça part tout le temps du monde végétal. Les végétaux sont consommés par des herbivores, consommés par des carnivores, etc. On arrive à reconstituer des grandes catégories, ce qu'on appelle trophiques dans notre langage, donc des grandes catégories, des grands niveaux alimentaires en quelque sorte. Ce qu'on appelle donc dans notre langage l'établissement, on essaye d'établir des réseaux trophiques, comment tout ça passe de l'un à l'autre. Alors un exemple intéressant, réel, voilà ici un réseau trophique marin. En fait, il y en a 2 ou 3. Donc on peut partir par exemple des laminaires. Les laminaires, c'est ces grands végétaux, ces lanières qu'on trouve, des lanières qui peuvent faire plusieurs mètres de long, qu'on va trouver sur les fonds marins, qui sont consommés par des crustacés, qui sont consommés par des poissons. Ces poissons sont eux-mêmes consommés par d'autres poissons carnivores, les poissons piscivores, puis les phoques et les orques. Ça fonctionne comme ça. Vous avez aussi les laminaires qui peuvent être consommés par les oursins, par les loutres de mer, etc. Et puis, ça, c'est la situation de départ. Et puis, on rajoute un nouvel acteur dans ce réseau trophique, donc un nouvel élément dans le réseau trophique, qui est l'humain à travers l'activité de pêche, et qui est souvent d'ailleurs une activité de surpêche. Et évidemment, ça va provoquer des changements colossaux dans toute l'organisation du réseau trophique. Par exemple, ici, si vous mettez des pêcheurs, si vous créez une situation de surpêche, très concrètement, ça veut dire quoi ? Les pêcheurs, ils cherchent à attraper des gros poissons. Donc les gros poissons, c'est les poissons piscivores, c'est ceux qui sont les poissons carnivores. Donc moins de poissons, puisque pêche. Si moins de poissons, moins de phoques. Et si moins de phoques, problème pour l'alimentation des orques. Et les orques, ce sont des prédateurs, et comme tous les prédateurs, si une proie devient rare, eh bien on change de proie. Et donc l'orque va se reporter sur les loutres de mer, moins de loutres de mer, prolifération des oursins, du coup, diminution du tapis de laminaire, qui peut aller jusqu'à un changement carrément des conditions de sédimentation ou de remise en mouvement des sédiments au fond de l'océan. Et donc là, on voit bien que par ce phénomène de cascade trophique, un petit changement quelque part, et ça c'est la grande loi quand on étudie, quand on fait des sciences de la biodiversité, quand on étudie les écosystèmes, un changement quelque part va toujours avoir, à plus ou moins long terme, plus ou moins fortement, des conséquences au fond, en cascade, sur l'ensemble du système. Et c'est bien ça aujourd'hui un des grands défis qu'on a à relever dans les sciences de la biodiversité, c'est de comprendre tous ces effets en cascade pour essayer d'avoir une vision prédictive. Pour dire, OK, si vous décidez de pêcher, allez-y, mais voilà ce que ça va faire. Donc il faut assumer les conséquences. Il faut expliciter, essayer de comprendre la logique des choses pour que les choix d'exploitation du milieu soient des choix raisonnés. Aujourd'hui, on fait beaucoup de trucs, on ne sait pas ce qu'on fait en réalité. On touche à un élément d'un système complexe et on n'est pas capable de prédire les conséquences. Ça, c'est évidemment un objectif majeur de l'écologie. Alors cet exemple, il est réel, sans rentrer dans le détail. Au cours du temps, donc, on a augmenté la fréquence de pêche, et si vous regardez, l'effort de pêche, et si vous regardez par exemple le dernier résultat ici sur la présence des laminaires, on a un effondrement effectivement des laminaires. Alors, là, on a un exemple finalement, j'ai presque envie de dire, de négatif, en quelque sorte, par rapport à nos intérêts, à nous humains, de ce fonctionnement des réseaux trophiques.
On peut en donner un autre, et qui commence à faire un lien entre biodiversité et changement climatique, vous allez voir. Exemple réel également. Là, on se situe au Serengeti. Dans les années 60, on avait une peste bovine sur les animaux domestiques et qui s'est propagée sur un certain nombre de mammifères sauvages, en particulier sur les gnous. Vous savez, les gnous, c'est ces herbivores, des grands troupeaux. Enfin, tout le monde a vu ça à la télé. Et puis un jour, on trouve un remède contre la peste bovine. Donc du coup, l'intensité de la maladie chez les gnous, elle aussi, régresse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la courbe du haut, en noir. On voit les effectifs de gnous qui remontent et qui atteignent un certain plateau. Ce qu'on appelle la capacité de charge d'un milieu. C'est ce moment où le nombre de gnous est en équilibre durable, on va dire, par rapport aux ressources disponibles. Ok, donc on a des gnous qui se remettent en place. Mais les gnous, c'est des herbivores. Donc les herbivores, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment de l'herbe. Et donc ils diminuent la masse d'herbe au sol, de masse moyenne. Or, ces milieux sont des milieux qui sont brûlés naturellement tous les ans. On parle beaucoup des feux en Amazonie en ce moment. Dans les milieux de savane, les feux, c'est quelque chose de normal et de nécessaire au maintien des savanes. Ça passe à peu près tous les ans. Mais si vous avez moins d'herbe, ben vous avez des feux moins violents. Et puis tout ne brûle pas partout. Du coup, les arbres, les jeunes arbres qui sont dans la couche d'herbe, normalement ils sont brûlés, et donc quand vous avez des feux violents, la régénération des arbres est bloquée. Mais si vous diminuez l'intensité des feux parce qu'il y a moins de combustible, à cause de la présence des gnous, et ben vous permettez la survie de ces jeunes arbres, et donc vous réenclenchez le processus de régénération des arbres. Et donc les arbres se mettent en place de plus en plus. Donc là-bas, vous avez en bas à gauche la diminution de la fréquence des feux et des surfaces brûlées en particulier, réaugmentation en haut à droite du peuplement d'arbres, et après on fait des calculs de stock de carbone, et on s'aperçoit qu'on a une énorme croissance du stock de carbone dans l'écosystème, stock de carbone qui est présent bien entendu dans les végétaux, dans les arbres en particulier, mais aussi un peu plus, avec un petit décalage dans le temps, qui va se stocker dans les sols. Et donc, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que la présence ou pas d'une maladie sur une espèce va déterminer la quantité de carbone qui est stockée dans votre écosystème. Alors, c'est un peu impressionnant en tant que tel, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire, oui, mais alors, du coup, si mon objectif c'est de stocker du carbone dans l'écosystème, ben, j'ai peut-être un outil là, j'ai un outil biologique pour le faire. Si je gère correctement mes herbivores, les herbivores ça peut être un troupeau de vaches par exemple, eh bien je peux agir sur ces grands cycles biogéochimiques et je peux faire ce que me demande de faire l'accord de Paris d'ici 2050, qui est d'équilibrer les émissions par rapport à la séquestration, enfin d'équilibrer les émissions, oui, par de la séquestration, soit dans des systèmes techniques, soit via des outils biologiques. Et donc là, on voit apparaître des outils vivants qui ont un impact en fait sur l'ensemble du système. Et depuis quelques années, on développe comme ça ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie écologique, c'est-à-dire de voir comment on peut utiliser des outils vivants pour essayer de régler un certain nombre de problèmes environnementaux. Alors ceci dit au passage, vous voyez que ces outils ils vont quand même assez vite en termes de résultats, puisque là, on a un différentiel de tonnes de carbone à l'hectare qui est pratiquement 200 tonnes de carbone à l'hectare fixé, c'est énorme. En plus, enfin 200, j'exagère un peu, 150 mettons, tout ça en 20 ou 30 ans. Donc on voit que ces outils vivants, c'est également des outils puissants. Donc il faut faire attention. J'y reviendrai tout à l'heure. Faire attention, ça veut dire que si on ne les emploie pas à bon escient, de toute façon on aura des effets rapides et massifs, et donc on peut éventuellement, pour régler une catastrophe écologique, en créer une autre. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. N'oublions pas qu'on manipule un système complexe sur lequel on a une vision finalement assez partielle des choses. Alors justement, comment on fait finalement dans ce maquis de relations pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire l'écologie? Elle essaye de faire ce que toutes les sciences font, c'est-à-dire d'identifier des règles générales, ce qu'on appellerait des lois. Alors on peut repartir du concept de biodiversité que j'ai évoqué tout à fait au début, de le faire de la façon la plus bête possible, nombre d'espèces.
C'est la plus bête possible, mais c'est comme ça qu'on fait dans 90% des cas, parce que sinon ça devient très vite très compliqué. Alors dans les années 90, là vous avez une expérience qui a été publiée en 96, c'est pratiquement la première expérience qui a été menée. Donc des approches expérimentales. L'écologie ne fait pas que décrire les choses, elle pratique des expérimentations en milieu naturel ou en milieu contrôlé, ce qu'on appelle des écotrons. Vous avez un écotron qui est lié à Sorbonne Université, qui est au sud de Fontainebleau. Vous pouvez éventuellement aller visiter. On est capable de faire des écosystèmes simplifiés, de complexité contrôlée, pour voir comment tout ça s'hiérarchise et comment ça répond à des facteurs de changement, enfin, des changements environnementaux, par exemple, ou à n'importe quoi d'autre. Et donc, historiquement, les premiers qui se sont intéressés à l'impact de la biodiversité, c'est des Américains, une équipe américaine qui a travaillé sur des graminées dans des prairies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des parcelles expérimentales, vous voyez en haut à gauche, et puis à partir d'une banque de graines, on a fait des tirages au hasard d'espèces, et la seule chose qu'on a vraiment cherché à contrôler, c'est le nombre d'espèces, qui est une image de la biodiversité. Donc on a mis 5 espèces, 10 espèces, 15, 20, etc. Et puis, en ordonnée, on a regardé la production. Finalement, au bout de 6 mois, par exemple, combien j'ai d'herbes qui a poussé dans mes parcelles. Et on obtient ce genre de résultat qui nous dit qu'effectivement, si j'augmente la biodiversité, j'augmente la productivité. Alors évidemment, ce genre de schéma, puisque on est aussi là pour parler de questions de société un petit peu, vous voyez ce qu'on peut en faire. Hein. Si vous êtes un militant de la biodiversité, vous allez regarder surtout la partie de gauche. Vous voyez, plus la biodiversité augmente, plus la productivité augmente, donc il faut garder la biodiversité. Et puis si vous regardez la partie de droite, vous voyez que la partie de droite, au-delà de 10-15 espèces, si j'augmente le nombre d'espèces, ça ne change pas grand-chose à la productivité. Donc ça veut dire que j'ai des espèces en trop, en quelque sorte. Et donc si je perds une partie des espèces, c'est pas grave, ça n'aura pas d'impact. Donc voilà. Vous pouvez jouer avec ces résultats. Alors évidemment, on a un peu dépassé ce stade, même si parfois ce genre de résultat est manipulé, comme je le dis. Parce qu'évidemment, après, vous pouvez regarder l'identité des espèces. Derrière, c'est des espèces qui ont chacune des propriétés différentes. Et ce que vous allez pouvoir observer, c'est que la première année, si vous faites l'expérience plusieurs années de suite, la première année, vous allez voir l'espèce truc qui est responsable, mettons, d'un tiers de la production. Et puis un tas de petites espèces à côté qui ne servent pas à grand-chose, qui produisent peu. Vous revenez l'année d'après, vous allez vous apercevoir que l'espèce qui était principalement productrice, elle est devenue un petit contributeur à la production totale, et que c'est des espèces qui étaient faibles l'année d'avant qui sont devenues contributeurs principaux. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, d'une année à l'autre, il est passé un hiver, ou il est passé un virus, ou n'importe quoi d'autre, qui fait que les conditions d'environnement qui étaient favorables pour une ou deux ou trois espèces le sont un peu moins, ils sont devenus favorables pour d'autres espèces. Et ça, c'est un concept clé aujourd'hui dans les sciences de la biodiversité. On a proposé le concept d'assurance biologique. La diversité, au fond, il faut la voir comme une réserve de réponses qui sont mises en œuvre plus ou moins fortement en fonction des changements des conditions environnementales, qu'elles soient biologiques, physiques ou chimiques. Alors ça a des conséquences très concrètes, cette affaire, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Ça veut dire que, si vous me dites, OK, l'accord de Paris me dit qu'il faut que je séquestre du carbone, comment je vais faire ? Quels sont les conseils que vous pouvez me donner ? Sur quel bouton je dois appuyer pour faire une séquestration de carbone très forte en forêt, par exemple ? Si je suis honnête, je vais vous dire, je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner des conseils pour cadrer la manière dont vous allez gérer ça. Et très clairement, aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. Dans 9 cas sur 10, si vous augmentez la biodiversité, grâce à cette mécanique de l'assurance biologique, en fait, vous créez un système qui est résilient, qui va pouvoir rester fonctionnel, quels que soient les événements. D'accord. Donc, aujourd'hui, effectivement, la théorie écologique justifie le fait qu'on mette en place des systèmes le plus diversifiés possible, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra une bonne résilience. Alors ça a été obtenu sur des résultats expérimentaux, c'est les premiers ici.
On n'a pas regardé que la productivité, on a regardé aussi la stabilité, par exemple la résistance à la sécheresse. Donc il est mesuré ici comme étant le rapport d'une production en année normale versus une année sèche, en gros. Ça a été fait de façon expérimentale. Vous voyez que très vite, on obtient le même type de résultat. Plus vous augmentez la diversité, plus vous augmentez la capacité à résister à la sécheresse, au moins jusqu'à un certain stade. Donc pour tout ce qui est petites plantes, herbacées, il n'y a plus de doute là-dessus. On s'est longtemps interrogé sur la généralité de ces conclusions. Parce que ça marche par exemple pour les forêts. Alors évidemment, la réponse est plus compliquée à obtenir, parce que manipuler des arbres, c'est un peu plus compliqué que manipuler des petites herbes, et puis c'est surtout un peu plus long. Donc aujourd'hui, pratiquement, il n'y a aucune expérimentation réellement sur ce sujet-là. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'observation, pour le coup, on fait des corrélations, tout simplement. Et on sécurise ces corrélations en explorant la plus grande diversité possible de milieux. Et on obtient des résultats assez récents. Vous voyez, celui-là, il date de 2016, c'est pratiquement le premier, qui établissent une corrélation positive, vous voyez, toujours avec le même type de courbe, entre la diversité des arbres forestiers et puis leur productivité. Donc ça veut dire aujourd'hui que si on veut utiliser ce qu'on appelle les bioressources, dans les bioressources, il y a la biomasse, le bois, etc., eh bien on a intérêt là aussi, au vu de ces résultats, à essayer d'avoir des peuplements le plus diversifié possible. En tout cas, éviter des plantations où on a 2 ou 3 espèces d'arbres en ligne. Ça, c'est pas très productif en réalité, ni même très résilient comme on peut s'en douter. Alors, ces théories-là, du lien entre la biodiversité et la stabilité, en quelque sorte, ont été également mises en évidence dans des systèmes agricoles, de façon déjà assez ancienne, en Chine, sur le riz, où on a en fait des variétés de riz qui sont résistantes à un champignon pathogène et puis d'autres qui ne le sont pas. Malheureusement, celle qui n'est pas résistante aux pathogènes, c'est la variété qui est la plus consommée. Donc la réponse aux pathogènes, c'est le traitement pesticide, évidemment. Et donc là, à partir de la théorie écologique, on dit, OK, si je mélange les 2 variétés complètement, je vais créer une résistance, je vais créer une résilience, et donc éventuellement une résistance à la maladie. Alors mélanger des variétés de riz, ce n'est pas toujours complètement évident, parce qu'une fois que la plante aura poussé, peut-être que les grains ne seront pas à la même hauteur, ne seront pas mûrs exactement à la même période, donc vous n'arrivez pas à mécaniser. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dégrade l'enseignement qu'on tire de la théorie écologique, et au lieu de tout mélanger, on crée des alignements de riz non résistants, et puis de temps en temps, on intercale une bande de riz résistants. Donc on crée de l'hétérogénéité, on ne mélange pas complètement, mais à une certaine échelle, on mélange. Vous voyez on structure, on crée une hétérogénéité dans l'espace. Et bien rien qu'en faisant ça, on diminue très considérablement, alors je ne sais plus les chiffres, ils sont là, voilà, on réduit l'infection de la variété sensible de 94%, et on récupère du coup une productivité de 89%. Alors, on ne supprime pas complètement les traitements pesticides. Ici, on passe de 4 par an à 1 par an. Donc, on économise de l'argent. Et à l'époque, on avait un différentiel de 3,80 $ sur le prix de revient, en quelque sorte, de la culture. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est tout bête, en fait. Ce qui se passe, c'est que le pathogène, pour se propager, il faut qu'il aille de pied en pied. Donc, quand il tombe sur une bande de pieds résistants, c'est un obstacle physique qu'il faut sauter par-dessus. Et rien que cet aspect-là freine énormément la dispersion de la maladie. Une fois que c'est dit, on se dit, ouais, c'est évident. Alors, il y a des recherches en cours actuellement sur des labos communs à l'université et à l'INRA sur les mélanges de variétés pour le blé, et on obtient les mêmes résultats. Donc, c'est une piste pour le futur de l'agriculture. J'y reviendrai également dans quelques minutes. Sachant que je ne sais pas trop où j'en suis en termes de temps. Combien? D'accord. Alors, résultat qui vient de tomber aussi, sur les forêts, de nouveau là, difficile à expérimenter, de l'observation, où on a regardé la diversité des arbres dans des forêts nord-américaines. C'est quand même 130 000 parcelles qui ont été mesurées, hein, donc c'est du solide.
et puis on regarde la diversité des pathogènes. On voit que pour des diversités d'arbres relativement réduites, on a une corrélation positive entre la diversité des pathogènes et la diversité des arbres, et qu'au-delà d'un certain niveau de diversité des arbres, on a au contraire des corrélations négatives. Autrement dit, on voit très bien là aussi que la diversité des arbres, à partir d'un certain seuil, freine la dispersion des pathogènes. On a moins de types de pathogènes présents quand on a une forêt diversifiée. Alors tout ça, on peut le synthétiser, hein, cet effet biodive sur productivité, etc. Déjà, il y a un effet d'échantillonnage. Oui, si vous prenez 20 espèces de graminées versus 10, vous avez plus de chances de tomber au hasard sur des espèces, par exemple, qui ont des racines profondes et qui vont donc mieux résister à la sécheresse que des espèces qui ont des racines superficielles. Donc ça, c'est tout bête. Plus vous augmentez la taille, le nombre d'espèces, plus vous augmentez finalement la gamme de solutions disponibles pour des variations de l'environnement. Et puis, on découvre de plus en plus des choses assez incroyables. En fait, on s'aperçoit que certaines plantes favorisent d'autres plantes. Par exemple, si vous mettez une couverture végétale avec des fixateurs d'azote, des légumineuses, on voit du passage de l'azote de ces plantes vers des graminées qui, elles, sont limitées en azote et ne fixent pas l'azote. Et puis, il y a carrément maintenant, on s'aperçoit par exemple que via les micro-organismes, notamment les champignons microscopiques qui lient les racines des plantes les unes entre les autres, on a des coopérations qui se mettent en place, c'est incroyable, entre espèces. Une espèce à l'ombre, un individu à l'ombre, il est connecté à un individu au soleil par des filaments de champignons, eh bien l'individu à l'ombre reçoit du carbone photosynthétisé 10 minutes avant par la plante qui est au soleil. Donc on découvre de plus en plus de coopération, en réalité, entre espèces, ce qui peut expliquer aussi, bien entendu, les résultats positifs qu'on voit entre la biodiversité et puis les performances du système. Donc ça, je vais sauter. Alors, je vais terminer peut-être par quelques aspects, du coup, on va presque dire de sciences de la biodiversité appliquées, en quelque sorte. Donc, en partant évidemment du rapport récent de l'IPBES, donc ce GIEC de la biodiversité. Donc, c'est une plateforme internationale scientifique qui fabrique du consensus scientifique sur l'état de la biodiversité. Donc, vous pourrez regarder ça sur le PowerPoint. Juste, si on regarde la situation en France, même chez nous, on est sur une dynamique qui est très négative. Ça, c'est l'indice oiseaux, qui est mis en place d'ailleurs par des laboratoires de Sorbonne. Si vous regardez les oiseaux généralistes en France, toutes régions confondues, on est de l'ordre de 1% d'individus de moins par an. C'est énorme. Et un indicateur qui a été créé plus récemment sur les chauves-souris, par les mêmes laboratoires, nous donne, pour les chauves-souris, vous voyez, 38% d'individus chauves-souris en moins sur 10 ans. Donc là, quand on voit ça, c'est pour ça que les scientifiques là, commencent à changer un tout petit peu de ton, il ne faut pas discuter, quoi. On est bien sur un effondrement du vivant, y compris dans nos territoires. Une réduction d'effectifs comme ça, c'est une dynamique d'extinction, au moins d'extinction locale. Alors, cette dynamique d'extinction pose... Alors, il y a un autre facteur, je vais revenir sur les causes. La biodiversité, évidemment, elle est en interaction avec d'autres facteurs de l'environnement et notamment avec la question de la crise climatique. Le changement climatique commence à avoir des effets concrets sur la biodiversité, même si ce n'est pas majoritaire aujourd'hui comme facteur explicatif du déclin de la biodiversité, et puis il pose beaucoup de questions scientifiques. La question qui nous est posée, en quelque sorte, qu'on se pose, c'est OK, on a un changement climatique, quelles conséquences ça va avoir sur la biodiversité? Comment vont être mes réseaux trophiques dans le futur? Comment va être mon écosystème? Donc c'est des questions de fond. Comment se met en place finalement une communauté d'organismes? Comment elle se maintient? Et puis c'est une question très concrète, par exemple pour un forestier. Un forestier, il plante et il récolte 30, 40, 50 ans après. Qu'est-ce que je plante? Alors on fait des études où on essaye de regarder l'évolution des conditions climatiques, puisque le changement climatique a une composante spatiale, il n'est pas le même partout. En gros,
quand vous avez 1 degré en moyenne de température en plus, dans l'hémisphère nord, vous avez un mouvement des zones climatiques, donc des zones de pluie, des zones de température, de 150 à 200 km vers le nord. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement bien établi aujourd'hui par les climatologues. Ça permet de faire des prédictions. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On regarde par exemple, je n'ai pas mis la bonne diapo, on regarde par exemple où est situé le hêtre aujourd'hui, dans des zones de pluie et de température connues. On nous donne les zones de pluie et de température pour le futur, donc ce n'est pas compliqué de dire, OK, dans 100 ans, le hêtre, il sera dans cette partie-là de la France et plus ailleurs. Et donc, quand vous êtes un forestier, vous pouvez donc, à partir de ces informations, décider de quelle espèce vous plantez et où, en fonction de ce changement climatique. Donc ça, c'est un des premiers travaux que font les écologues aujourd'hui, c'est d'essayer de prédire ce genre de dynamique pour permettre, au fond, une adaptation de la foresterie à ces changements. Sauf que ça, c'est qu'une partie du travail. Parce que le hêtre, il n'est pas tout seul. Il y a des champignons mycorhiziens, il y a des compétiteurs, il y a des consommateurs, etc., etc. Et donc, il faudrait prévoir, finalement, quelle est cette composition future des écosystèmes pour savoir si le hêtre va être viable ou pas. Donc là, on n'est que sur une toute petite partie du travail. Et nous, notre boulot, c'est de comprendre comment se structurent ces communautés dans des conditions données. En biologie des organismes, on sait que potentiellement n'importe quel organisme a la capacité de multiplication exponentielle. Et donc n'importe quel organisme, si les conditions sont favorables, a vocation à envahir la totalité de la planète. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que tous les organismes sont en interaction les uns avec les autres, se contrôlent les uns les autres. Comment ? Notamment par cette compétition pour l'accès à la nourriture. Donc ça empêche l'expression de ce potentiel de croissance exponentielle. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les zones climatiques migrent vers le nord, dans l'hémisphère nord. Donc il faut que les organismes migrent aussi, parce qu'ils sont compatibles qu'avec une gamme donnée de température et de précipitations. Et donc la question c'est, OK, est-ce qu'ils migrent tous à la même vitesse ? La réponse évidemment elle est non. Et on imagine facilement qu'un oiseau, etc., il va peut-être s'en sortir. Un chêne, ça va être plus compliqué, un ver de terre aussi. Alors, du point de vue concret, ça veut dire qu'on commence à se poser des questions aujourd'hui, c'est fou, sur des programmes de migration assistée. Puisqu'il y a des organismes qui ne vont pas réussir à courir assez vite dans cette course avec le climat, alors on va les transporter pour permettre leur maintien. Et puis surtout, si vous avez des organismes qui ne migrent pas tous à la même vitesse, ça veut dire que les contrôles que les uns exercent sur les autres, une partie de ces contrôles vont sauter. Donc on aura une phase de désorganisation des communautés. Ça peut être assez favorable à l'émergence, par exemple, d'espèces invasives. Évidemment, au bout d'un certain temps, qui est encore difficile à prédire, et qui va varier d'une région à l'autre probablement, on rétablira un système, à peu près en rythme de croisière, si vous voulez. Mais forcément, on aura une phase de déstabilisation. Donc ça veut dire en clair que des espèces vont disparaître, et aujourd'hui, en modélisation, on arrive assez bien à prédire le nombre d'espèces qui localement disparaissent au fur et à mesure que le changement climatique avance. Et évidemment, plus le changement de température est grand, plus les extinctions locales sont a priori importantes. Ça veut dire aussi qu'on aura moins d'espèces pendant un certain temps, au moins, et le temps en évolution, il est très long. Donc des communautés moins diversifiées, ce qui évidemment peut avoir un impact sur le lien que j'ai décrit tout à l'heure entre diversité, stabilité, etc. Donc ça, je passe parce qu'on ne voit rien. Alors, une solution, c'est la biodiversité. On vous dit, aujourd'hui, pour ralentir le changement climatique, on peut planter des forêts, par exemple. Beaucoup de programmes de compensation d'émissions de CO2, c'est dans l'accord de Paris, passent par la plantation de forêts. Oui, mais les arbres, ce n'est pas que du CO2. Et puis le climat, ce n'est pas non plus que du CO2. En fait, le climat local, il est lié à quoi ? Il est lié effectivement à la teneur en gaz à effet de serre. Il est lié
aussi à la couleur de la végétation, à l'albédo. Hein, peut-être vous avez vu ça en physique. Hein, c'est la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement incident. Donc en gros, un corps blanc réfléchit l'énergie, ne s'échauffe pas. Un corps sombre s'échauffe et donc contribue au réchauffement de l'atmosphère. Et puis il y a la transpiration des plantes. La transformation de l'eau liquide en eau vapeur, ça consomme de l'énergie, donc ça contribue au refroidissement de l'atmosphère. Donc en fait, il y a 3 composantes à prendre en compte si on veut vraiment regarder l'impact de la biodiversité et l'efficacité, par exemple, d'une forestation sur cette régulation du changement climatique. Et donc aujourd'hui, le consensus scientifique, il est à peu près le suivant. Si vous plantez des forêts en zone tropicale, des grands arbres qui poussent très vite, ça évapore parce qu'il fait chaud, etc., alors oui, c'est bon, vous allez contribuer au refroidissement du climat. Le seul problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt la déforestation qui l'emporte que la reforestation. Si vous plantez des arbres en zone haute latitude, froide, ça pousse lentement, il y a peu d'évaporation. Et donc là, par contre, vous changez l'albédo, vous allez avoir une toundra claire, vous remplacez par un couvert de conifères sombres, vous perdez énormément d'albédo, et là, on considère que le bilan est négatif, c'est-à-dire que vous contribuez au réchauffement climatique. Et puis pour les zones tempérées, ça dépend du mode de gestion, du type de végétation, etc. On a une réponse qui est beaucoup moins tranchée que dans les 2 cas précédents. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, ni en écologie, ni en quoi que ce soit. Planter des forêts partout, d'abord, ça va être compliqué, et ce n'est pas forcément la bonne solution unique, applicable n'importe où. Hop. Alors les causes de la crise, je vais terminer dessus, je me laisse 2-3 minutes. Les causes de la crise sont bien identifiées dans le dernier rapport de l'IPBES. La cause principale, c'est les changements de milieu, en particulier sur les continents, c'est le développement de l'élevage et de l'agriculture. Alors, ce n'est pas très étonnant. Aujourd'hui, on a 1/3 des surfaces continentales qui sont consacrées à élevage et agriculture. Évidemment, en plus, c'est dans les zones les plus productives. Donc, ça veut dire que l'impact, il est plus qu'1/3, en quelque sorte. Là-dedans, on a 23% de prairies, donc destinées à faire de la viande et des produits laitiers et dérivés. On a des champs, 10%. Sur ces champs, on a à peu près 4-5%, donc des surfaces continentales, qui sont utilisées pour la production de nourriture pour les humains. Ensuite, on a presque 4% qui sont consacrés à la production de végétaux pour la nourriture des animaux d'élevage. Et puis, de plus en plus, 1 ou 2% qui sont consacrés à la production de matériaux pour la chimie, de carburant et des choses comme ça. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'évidemment, c'est très clair, les grands problèmes environnementaux qu'on a, les solutions essentielles sont de 2 natures. Il y a d'un côté la question de l'énergie, évidemment, et de l'autre la question de l'agriculture. C'est imparable. Quand vous regardez les prédictions de la FAO sur l'augmentation attendue de la production agricole, c'est 50% d'ici 2050. Donc c'est impossible de fonctionner dans ce système-là. Donc il va falloir changer l'agriculture. Juste pour rigoler 1 minute, l'année dernière, on a une équipe qui a sorti une étude sur la masse des êtres vivants à la surface de la planète. Donc il y a beaucoup d'invertébrés, etc. Ils ont regardé également la masse des animaux sauvages, des humains et des animaux d'élevage. Et voilà le résultat. Vous avez par exemple 14 fois plus d'animaux d'élevage aujourd'hui que de mammifères sauvages en masse. Donc ça, c'est quand même une image d'un impact colossal, probablement unique dans l'histoire de la planète, de l'espèce humaine. Alors ça veut dire aujourd'hui que pour en sortir, on invente ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc dans agroécologie, il y a écologie. Écologie, ça ne veut pas forcément dire baba cool, ça veut dire une science avec des théories, avec l'identification de mécanique, un savoir. Et donc l'enjeu, c'est d'utiliser le savoir qu'on a obtenu aujourd'hui sur ces systèmes écologiques, souvent dits naturels, en fait en autopilotage, c'est ça que ça veut dire, comment on peut utiliser ce savoir pour inventer des modes agricoles complètement différents, avec un impact plus faible sur l'environnement. Et donc on arrive à cette situation extraordinaire où, 40 ans après avoir financé avec les impôts l'arrachage des haies et compagnie, aujourd'hui on vous dit, voilà, sur les sites de la Commission européenne, recréez de l'agroforesterie, mettez des arbres dans vos champs de blé, etc., etc. Ce que font les paysans du Burkina, par exemple, depuis toujours, avec succès. Donc là-dessus, je ne suis pas tellement quelqu'un de très
optimiste, mais quand même, je peux vous garantir que dans la connaissance qu'on a aujourd'hui du fonctionnement des écosystèmes, il y a une source considérable de renouvellement des pratiques agricoles. Et l'agroécologie, c'est une vraie solution qui commence d'ailleurs à être testée, à se mettre en œuvre par-ci, par-là. Ça va changer pas mal de principes, pas forcément énormément les pratiques, mais il y a vraiment une source de renouvellement extrêmement importante. L'autre action à faire, évidemment, à cause, là encore, de lois d'écologie bien connues depuis le début pratiquement, c'est la réduction des produits animaux. Il faut, pour une même quantité d'énergie ou de protéines, il faut 5 à 10 fois plus de surface pour faire un produit animal que pour faire un produit végétal. Il y a le gaspillage aussi qui joue là-dedans, qu'on estime, je ne sais pas très bien d'où vient le chiffre d'ailleurs, de l'ordre de 30%, on voit ça partout, je ne sais pas très bien. Mais donc c'est clair, un changement assez léger finalement dans notre alimentation va avoir un impact majeur sur le facteur numéro 1 qui explique aujourd'hui le déclin de la biodiversité. Le climat n'est pas encore un moteur très puissant du déclin de la biodiversité, même si évidemment il monte en puissance très très rapidement. Donc je crois que peut-être que je vais arrêter là. Donc peut-être vous dire que voilà, donc cette écologie, aujourd'hui, il y a une trentaine d'années, être écologue, c'était sympa et assez facile. Vous étiez payé avec l'argent du contribuable pour faire progresser la connaissance. Et dans ce maquis de la complexité du système, la recherche en écologie, c'est presque une enquête policière. Vous avez des éléments à droite à gauche, vous mettez ça bout à bout, vous constituez des scénarios, vous testez ça. C'est vraiment passionnant. Et puis, depuis quelque temps, compte tenu des objets sur lesquels travaille cette écologie, et compte tenu aussi d'un mode de raisonnement qui a été développé par l'écologie très vite, c'est-à-dire cette vision systémique, à différentes échelles de temps et d'espace, on est devenu une science avec des enjeux sociétaux monstrueux. On nous pose un tas de questions tout le temps, très très sollicitées, et évidemment, on n'a pas toujours des réponses très précises. Je pense par contre que dans la connaissance écologique, il y a aujourd'hui des choses qui sont mal utilisées en termes de cadrage de l'action. Le cadrage de l'action. Il y a quelques lois générales, j'en ai montré une ou deux sur la biodiversité, qui sont aujourd'hui identifiées, qui sont sûres au sens scientifique du terme, c'est-à-dire c'est jamais 100% de sécurité, qui peuvent permettre de changer les pratiques, notamment en agriculture, mais pas que, pour inventer finalement un futur peut-être un peu plus réjouissant, puisque là on est sur des trajectoires qui ne sont pas possibles. Il faut absolument sortir de ces trajectoires. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une science encore plus passionnante qu'avant, mais alors plus compliquée à gérer au quotidien. Voilà, je vous remercie. C'est à propos de... Vous avez dit qu'il fallait mieux consommer moins de matière animale, mais j'avais vu récemment que justement, dans le cas par exemple du soja, pour la même quantité de soja, en fait on ne consomme pas directement le soja. On fait, à partir du même soja, on fait à la fois ce qu'on consomme en tant que d'huile de soja par exemple ou de lait de soja, mais aussi la nourriture pour les animaux. Donc en fait, c'est la même soja et la même plantation qui sert à produire plusieurs choses. Alors, vous avez sans doute raison. Et en tout cas, votre intervention me permet d'insister peut-être sur un point, je vais passer peut-être un peu rapidement, c'est que les solutions écologiques ne sont pas plus miraculeuses que les autres. Ça, c'est un point important. Les solutions qu'apporte l'écologie, la biodiversité, c'est des solutions en plus. Mais ce n'est pas plus des miracles que les solutions technologiques, par exemple. Et ce que vous dites est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'avant de décider si dans telle ou telle circonstance le soja est bon ou pas bon, il faut faire un bilan environnemental complet. Et force est de constater que, y compris dans ces solutions liées à la biodiversité, ce n'est pas toujours fait. Donc je ne suis pas forcément capable de répondre précisément à cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de décider quelle est la bonne stratégie, il faut faire quoi ? Il faut faire justement ce qu'on fait en écologie, c'est-à-dire essayer de mettre en œuvre une vision systémique, décortiquer le processus complètement. Et effectivement, peut-être que dans certaines situations, y compris
pour des raisons économiques ou sociales, ce n'est pas forcément une catastrophe en soi. On est d'accord. Vous dites toujours par rapport aux espèces c'est bon, animales qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'espèces quand même qu'on ne connaît pas et que peut-être qu'on détruit sans se rendre compte et que parfois on passe sur des espèces animales qui ont disparu sans même le savoir. Oui. Vous n'en parlez pas assez, donc voilà. Alors, c'est un des arguments aussi, évidemment, pour déplorer cette perte de biodiversité. En fait, on perd ce qu'on ne connaît pas. Alors, ce qu'on ne connaît pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire des espèces qui peuvent, là aussi, nous donner des solutions sur des problèmes de maladie ou des choses comme ça. C'est l'aspect classique des molécules qui peuvent avoir un intérêt pour la santé publique ou des choses comme ça. Il y a aussi, on perd des espèces dont on ne connaît pas l'impact sur le fonctionnement du système. Donc, il y a sans doute, il faut être clair là-dessus, il y a peut-être quelques espèces où la perte n'est pas une catastrophe, d'autres où ça peut être beaucoup plus important, avec des effets en cascade, comme j'ai montré tout à l'heure. Et en général, on n'a pas cette connaissance. Aujourd'hui, le taux de disparition des espèces, si on regarde depuis 1500, si on regarde les derniers chiffres publiés donc, par l'IPBES, on est sur certains, d'un groupe à l'autre, on est quelque chose qui varie entre 1% et 2,5% d'espèces qui sont éteintes depuis 1500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ne sont pas préoccupés par cette baisse de la biodiversité nous disent « mais vous nous cassez les pieds avec votre crise de la biodiversité. Il y a toujours eu des crises de la biodiversité, je vous en ai montré tout à l'heure au début. Donc on a toujours perdu des espèces. Je pourrais même aller plus loin, ça reste entre nous. Parfois, pour que de nouvelles espèces apparaissent, il faut que d'autres disparaissent. Ça marche aussi un petit peu comme ça, l'évolution. 98% des espèces qui ont existé à la surface de la planète ont disparu. C'est l'estimation qu'on a à peu près aujourd'hui. Donc, effectivement, en termes de phénomène, il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. Sauf que le stock d'espèces, à un moment donné, il est la résultante de deux processus antagonistes, la disparition, l'extinction, et la diversification, la spéciation, l'apparition, ce que j'ai évoqué rapidement au début de l'exposé. Et donc, le truc qui est incontestable aujourd'hui, c'est qu'on a un déséquilibre entre extinction et spéciation qui est phénoménal. Et quand on essaye de replacer ça dans une perspective historique, et c'est très délicat, parce qu'on est obligé de prendre de l'information sur des témoins fossiles, en quelque sorte, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, les taux d'extinction qu'on mesure, donc c'est pas du délire, c'est de la mesure, et encore c'est sur les espèces les plus visibles, donc on sous-estime, sont sans doute 100 fois à 1000 fois supérieurs au taux moyen d'extinction des espèces sur l'histoire de la planète. Donc le problème, ce n'est pas le phénomène en soi, c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Ça prend de court le système de remplacement des espèces par des espèces nouvelles. Voilà. Donc oui, on perd un tas de choses qu'on ne connaît pas, on est bien d'accord avec ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donnez-nous plus de sous dans la recherche en écologie pour avancer. Oui. Vous pensez qu'il est possible de mettre en place une agriculture qui soit à la fois respectueuse de la biodiversité et abordable notamment par les classes populaires? Oui, alors là c'est une question pour un économiste, mais une manière de répondre à ça, c'est que, je ne l'ai pas dit non plus, on parle beaucoup d'agroécologie. Et il y a un autre concept que je n'ai pas évoqué, qui a été popularisé en France par Michel Griffon, qui est précisément un agronome et un économiste, un vieux monsieur maintenant. Lui, il a proposé le concept d'agriculture écologiquement intensive. Alors c'est très provoquant comme vision, mais je pense que ça répond à votre problème. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intensivité, au sens l'intensivité au mètre carré ou à l'hectare. Si on fait ça, on passe à l'extensif, donc la biodiversité risque d'être définitivement cuite. Donc on va essayer de créer des systèmes productifs à l'hectare, donc en termes de coûts, on devrait retomber à peu près sur la situation actuelle, voire mieux, puisqu'on économise sur des pesticides ou des choses comme ça. Et c'est là justement que de nouveau,
ma fameuse théorie écologique, peut venir à notre secours. Moi, je suis un écolo, à la base, je suis un écologue. Un écologue, ça travaille dans des milieux naturels, hein, c'est toujours ce qu'on nous a dit. Ça ne veut rien dire, hein, naturel, quand même. C'est-à-dire des milieux qui ont une histoire, qui sont en autopilotage. Ils ont une histoire, ils sont en autopilotage. C'est-à-dire que le vivant, là, à cause de la mécanique de l'évolution, de la sélection naturelle, vous pouvez faire l'hypothèse qu'ils sont suboptimaux, en quelque sorte, par rapport aux contraintes et aux ressources. Donc, c'est des bons modèles de durabilité. Donc, moi, j'ai travaillé sur des milieux naturels, de savane, avec un feu de brousse tous les ans. Donc, c'est une exportation de matière assez violente, pas très différent, finalement, de ce qu'on fait dans un champ. On bat les records de productivité. Le sol est sableux. Les études agronomiques disent valeur agronomique nulle. Bon, mais qui le dit, c'est les études agronomiques des années 60. D'ailleurs, traditionnellement, les habitants de cette zone, de la Côte d'Ivoire en l'occurrence, n'exploitent pas la savane en agriculture. Ils vont sur la forêt. Et pourtant, on a une productivité parmi les plus élevées du monde sur les écosystèmes continentaux. Donc on sait maintenant ce qui se passe. On a découvert des trucs incroyables, des dialogues entre plantes et microbes. Par exemple, vous avez sans doute tous en tête que pour faire pousser une plante, on lui met du nitrate dans les champs. Et bien là-bas, il n'y a pas un poil de nitrate. Et pourquoi il n'y a pas un poil de nitrate? Parce que évolutivement, les plantes ont mis au point un système de métabolisme secondaire qui amène la sécrétion au niveau de racines d'inhibiteurs des micro-organismes qui fabriquent le nitrate. Alors on dit, mais ok, mais à quoi ça rime? Mais si, ça rime drôlement. Parce que nitrate, c'est NO3-. Et la charge électrique du sol, c'est moins. Donc le nitrate, il n'est pas fixé dans le sol, il fiche le camp. Et c'est pour ça que c'est un polluant. Et donc si vous n'avez pas de nitrate dans le sol, vous avez l'autre forme d'azote, NH4+, plus, moins. Donc ça, c'est bien maintenu dans le sol. Les plantes ont accès à ça. Et donc ça veut dire, sur le plan évolutif, que la plante a agi sur le monde microbien de façon à changer l'équilibre entre une forme d'azote qui est conservative et une forme d'azote qui ne l'est pas. D'accord? Et donc ça explique en partie la haute productivité qu'on constate. Pour la petite histoire, ces plantes ont été importées en Amérique du Sud pour améliorer les pâturages. Elles deviennent invasives par rapport aux plantes du même type. Parce qu'effectivement, quand on fait des expériences, on les a faites, quand on met en compétition une plante qui bloque l'apparition du nitrate à côté d'une plante qui ne bloque pas, eh bien celle qui ne bloque pas, au bout de 3 ans, elle a perdu la bataille parce qu'elle a moins accès à l'azote que l'autre, tout simplement. On a découvert des propriétés physiologiques. On a découvert des propriétés architecturales. On a découvert des propriétés de distribution dans l'espace, des relations herbe-arbre. Tout ça explique la durabilité et la productivité de ce système. Si ce qu'on dit, par exemple, sur l'importance de la structuration spatiale de ce milieu pour expliquer cette durabilité, cette productivité est vrai, mais qu'est-ce qui nous empêche de la reproduire dans un champ? Là, il faut faire une innovation technologique assez modérée. Il faut prendre un tracteur avec un GPS, quoi. Un peu précis quand même. Donc, voilà ce que je veux dire. Vous avez, dans des milieux naturels, des sources d'inspiration. Vous avez sans doute entendu parler du concept de bio-inspiration qu'on a beaucoup utilisé en technologie dans l'industrie. Nous, ce qu'on dit, c'est que, OK, pour toutes ces questions-là, aussi bien la gestion du carbone que l'agriculture, par exemple, eh bien, il faut faire de l'éco-inspiration. C'est pas parce que je suis écolo que je suis un fanat de la nature, je m'en fous. Ce qui m'intéresse dans la nature, c'est que c'est un système qui a été testé par la mécanique évolutive dans la durée. Donc il y a des chances pour que ce soit un système assez résistant, et donc quelque chose qui a une bonne manière de réfléchir. Donc voilà l'idée. Donc il ne s'agit pas du tout de renoncer à la productivité à l'hectare, mais c'est de faire une productivité à l'hectare différemment. Bonjour, juste pour revenir sur la définition de la biodiversité, on a beaucoup insisté sur la notion d'espèce, et je voulais savoir ce qu'il en était des individus. Parce qu'on dit qu'une espèce est éteinte quand il n'y a vraiment plus un seul individu qui existe. Et on voit que par exemple pour certaines espèces, je ne sais pas, par exemple de mammifères, il reste une dizaine d'individus dans certains zoos et on dit bah non, elle n'est pas éteinte. Mais oui. Voilà. Et je voulais savoir si du coup, si on comptait le nombre d'individus pour parler de la biodiversité, quoi, parce que c'est assez important aussi. Alors, quand on parle d'espèces totalement éteintes, il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de retour en arrière. Après, il y a effectivement des espèces éteintes dans le monde naturel, et donc ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il reste des exemplaires dans les zoos,
Et donc il y a effectivement des programmes de conservation qui essayent d'utiliser ces quelques survivants pour reconstituer des populations et envisager des programmes de remise en place de ces espèces dans la nature. Par ailleurs, le nombre, comme vous dites, est extrêmement important. Et là-dessus, la science a bien progressé. On est capable aujourd'hui, sur un aspect que je n'ai pas évoqué non plus, en dynamique de population, on est capable, à partir d'une connaissance des effectifs, de prédire la dynamique de cette population. Et on est capable aujourd'hui de dire, voilà, en dessous de tel seuil pour telle espèce, par exemple ça a été fait sur des plantes dans le sud de la France, on peut vous dire, ben voilà, on a une telle faiblesse de diversité génétique parce qu'on a très peu d'individus, que de toute façon, cette population, elle est cuite, elle va disparaître. On est même capable de vous donner pratiquement à une année près la date de disparition totale de l'espèce. Donc, évidemment, c'est pour ça que la dynamique des oiseaux et des chauves-souris, c'est embêtant. C'est que le nombre d'individus, c'est aussi une assurance biologique. Parce que les individus ont toujours des petites différences génétiques les uns par rapport aux autres. Et donc, ça fait partie... C'est une partie de la diversité que je n'ai pas évoquée non plus. La diversité génétique, je l'ai évoqué un petit peu quand j'ai parlé de variété pour le riz. D'accord. Donc bien sûr, les individus, c'est extrêmement important et ça contribue, la diversité des individus contribue à la diversité totale. Mais vous dites qu'il faut trouver les solutions, mais je pense qu'on l'a déjà trouvé la solution. Si on arrête de faire de l'élevage et de consommer des éléments animaux, vous ne pensez pas que ça réduirait tous les problèmes environnementaux, de biodiversité et tout ça? On aurait besoin de moins d'espace pour cultiver et je pense que la solution elle est déjà toute trouvée. Bon, là je sors un peu de mon rôle de scientifique, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que les solutions, qu'elles soient techniques, écologiques ou autres, la plupart elles sont là. Et qu'effectivement, il faut se décider à les mettre en œuvre, à faire des tests, et s'interroger au fond sur pourquoi on ne les met pas en œuvre. Alors il peut y avoir des résistances, des défenses d'intérêts particuliers, tout ça tout le monde le sait, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être un point quand même qui est important, qu'on sous-estime et qui nous a éclaté à la figure ces derniers mois, c'est qu'une transition, il y a toujours, alors je vais employer les mots qu'on emploie, qui pour moi ne veulent rien dire, mais il y a des perdants et des gagnants. Voilà. Il ne doit pas y avoir de perdants. La clé du changement, c'est de rétablir la confiance et de dire que justement, ces changements doivent être accompagnés parce que les erreurs qui ont été commises, puisqu'on a commis des erreurs, c'est des erreurs collectives. Et donc là, il y a un problème presque éthique qui se pose, de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas faire payer à des individus le poids d'une erreur collective. Et par exemple, dans l'agriculture, c'est très clair. Les agriculteurs, en France notamment, en Occident d'une manière générale, ils ont fait le job. On leur a dit, il faut faire une production alimentaire importante parce qu'on veut notre autonomie alimentaire. C'est important en termes d'autonomie politique. Et puis on veut une nourriture pas chère. Débrouillez-vous. Faites-nous ça. Une nourriture pas chère, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que du coup les salaires des ouvriers par exemple sont moins élevés, puisque la nourriture est moins chère. Donc on est plus compétitif à l'international. Ça a été une stratégie de développement. Donc ils ont rempli le boulot. Ils ont produit de la nourriture. Et puis maintenant on vient leur dire, ah mais vous êtes des affreux, vous avez créé une catastrophe écologique, ce qui est hélas vrai. Et en plus on leur demande de changer, de se débrouiller. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un agriculteur bio en Bretagne, le bio n'étant pas la seule réponse, hein, on est d'accord. Alors c'est un modèle, hein. Il fait du bio végétal pour nourrir ses animaux qui sont bio, etc. Enfin bon, c'est presque de l'autarcie. Et le gars il dit, j'ai galéré pendant 10 ans, mais maintenant ça va, je m'en suis sorti. Puis quand vous discutez avec lui, vous vous apercevez que son salaire mensuel, c'est 1 000 € par mois. Est-ce que c'est normal de galérer pendant 10 ans pour faire de la conversion? Non, il faut accompagner. En plus, il y a un problème culturel. Un autre exemple, discussion avec des agriculteurs, le gars il nous dit, moi je stocke plus de carbone dans mes champs. Très bien. Et donc il explique comment il fait. Pour augmenter son carbone dans les sols, mais il augmente la production. Jusque-là, tout va bien. Et après, comment il augmente la production? Il met plus d'engrais et de pesticides, etc. Donc là, ça commence à aller moins bien. Mais on discute. Et à un moment donné, je fais l'erreur de dire « Ah, mais vous savez, en écologie... » Enfin, j'essaie de commencer à lancer un peu la question de l'agroécologie. Et j'avais prononcé le mot maudit, écologie. Et donc là, le gars, il s'est rebellé.
Il a dit, mais moi, je ne veux pas revenir à l'agriculture de grand-papa, etc. Donc, on a deux problèmes. On a un problème de valeur. Il ne s'agit pas de dire ce que vous faisiez avant, c'est ringard, ce qu'on va faire maintenant, c'est mieux, c'est nouveau. Donc, il y a un problème d'explication. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et ensuite, il y a un problème d'accompagnement matériel. Si on veut que la transition se fasse, il ne faut pas que les individus souffrent. Alors, on n'a pas fait rien. La politique agricole commune, par exemple, il y a plein d'argent dans la politique agricole commune. Là, la transition, elle est financée. Quand vous savez que le revenu des agriculteurs en France est 30 à 40% sous forme de subvention de la PAC, c'est des milliards qui coulent tous les ans. Donc l'argent, il est là. Et là, d'ailleurs, l'Europe a déjà réagi. Elle a réorienté une partie de ces crédits de la PAC vers la transition écologique, vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, vers le bio. Mais peut-être pas suffisamment, mais pas suffisamment vite. Donc moi, je pense qu'effectivement, la mise en œuvre des solutions doit passer par un accompagnement extrêmement serré de la reconversion, de la formation, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est bien ce que nous ont dit les Gilets jaunes. Si on ne montre pas qu'on est solidaire, et pas seulement au niveau national, avec l'international, on n'arrivera pas à faire la transition. Alors que, comme vous dites, moi j'ai la conviction, en tout cas pour la partie plus vivant, je suis à peu près sûr de moi, j'ai quand même l'impression aussi que pour l'énergie, il y a pas mal de solutions disponibles. L'agriculture, si on agit sur le gaspillage, on a déjà réglé une partie du problème. C'est quand même pas compliqué. Sauf qu'évidemment, ce qu'on gaspille, ça rapporte de l'argent à certains. Donc, bon. Oui. Non, mais ma question, en fait, c'était est-ce qu'on arrive à introduire l'agriculture et utilisant la diversité écologique dans ce qu'on a besoin? Je pense à Paalain, dans les Grandes Plaines, parce que vous présentez un peu comme une agriculture améliorée, mais vous venez exactement d'y répondre. Du coup, je donnais le métro à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, qui veut le micro? Là-bas. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Ma question, c'est que ici, on est tous des jeunes de 18 à 20 ans. Quelles actions on peut faire qui soient, entre guillemets, bonnes pour le climat et l'écologie? Par exemple, la consommation quand on fait nos courses ou des choses vraiment concrètes. Alors, ça, c'est une question qui est difficile. Alors d'abord, juste dire, évidemment, il faut des actions individuelles. On a un poids en tant qu'individu, parce qu'on a un poids quantitatif. Et puis, c'est aussi une valeur de faire des choses différemment, c'est aussi jouer sur la valeur de l'exemple. Donc, ça peut contaminer, entre guillemets. Mais il faut quand même des politiques publiques fortes, des décisions économiques sur les modes de développement. Il faut arriver à combiner les deux. Alors après, puisque, effectivement, vous allez être très concerné par tout ça, je pense que la réduction de la consommation de produits animaux, c'est une bonne chose. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer définitivement à la viande. Non, l'élevage en soi n'est pas forcément mauvais, c'est les modalités de l'élevage. Des prairies, ça contribue à l'hétérogénéité du paysage, donc ça c'est bon pour la résilience du système. Des prairies bien gérées, ça c'est compatible avec une diversité animale et végétale élevée dans les prairies. On peut même montrer expérimentalement qu'un élevage bien mené, avec une pression d'herbivorie correcte, c'est favorable au tapis végétal, y compris en termes de production de graines du tapis végétal. Donc en termes de fitness, d'adaptation, c'est positif. Donc je pense que ça, c'est quand même un point majeur, réduire cette consommation. L'autre point, c'est réduire le gaspillage alimentaire. D'après ce que je sais, une bonne partie du gaspillage, voire l'essentiel, ça se fait dans nos frigos. Pas tenir compte de ces dates de péremption absurdes qui n'ont aucun sens. Moi, je mange des yaourts qui ont 10 jours d'âge, je suis toujours vivant, etc. Et puis après, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut agir sur le collectif, il faut s'engager. Je pense qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, peut-être qu'un de nos problèmes, c'est que le collectif, il est un peu faiblard, le politique, il est un peu faible, les syndicats, ils sont faibles, etc. Ça ne va pas. Si on ne fait que de l'action individuelle, et on peut avoir un impact significatif, encore une fois, il faut aussi arriver à changer les modes de gouvernance. Donc moi, je vous dirais, mangez moins de viande et puis engagez-vous et allez à la manif régulière sur le climat. Tout à l'heure, je vous avais posé justement la question si on arrêtait de faire de produits animaux, est-ce que ça résoudrait tous les problèmes? Mais je n'ai pas eu l'impression que vous m'ayez vraiment répondu, parce que
vous avez parlé de bio et tout ça, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas de produire des végétaux sans utiliser de pesticides ou quoi que ce soit. C'est juste arrêter de faire de l'élevage, parce que c'est juste ça qui est en train de détruire tout le système. Et en plus, c'est même pas viable comme système, parce que les pays pauvres sont en train de manger de plus en plus de viande, mais on pourra pas en produire suffisamment. Et je pense que vraiment, il faut arrêter de se concentrer sur le bio, des choses comme ça, parce que c'est plus personnel le bio, alors que l'élevage, c'est vraiment dans le collectif. Si on arrête de faire de l'élevage, tout simplement la biodiversité va se remettre en place, il y aura beaucoup moins de gaz à effet de serre produits et on pourra nourrir tout le monde. Oui. En termes de flux, je ne peux pas vous donner tort. Encore une fois, d'abord on est une espèce omnivore, donc ça c'est quand même un fait. L'élevage contribue à l'hétérogénéité d'un paysage. Un paysage correctement géré avec des champs en agroécologie, par exemple des prairies, des patchs forestiers, etc., a un niveau de diversité bien plus élevé qu'un milieu dit naturel qui serait une forêt spontanée en Europe en tout cas. Donc moi je ne suis pas complètement certain. Évidemment, l'élevage a un poids majeur, mais ça n'est qu'une partie de la question. Et en plus, encore une fois, franchement, en termes de diversité totale, de diversité régionale, un bon niveau d'élevage peut avoir, c'est un effet positif sur la diversité. Voilà. Alors après, vous évoquez d'autres pays. Il y a des changements effectivement culturels, il y a des images qui frappent les gens, comme nous d'ailleurs. La bagnole et le steak, c'était un marqueur de réussite sociale. Effectivement, c'est en train de se passer comme ça dans d'autres pays. Bon, peut-être qu'il y a un problème, un défaut d'information ou je ne sais quoi, mais moi je ne sais pas répondre à ça. Mais voilà, je ne pense pas qu'on puisse condamner définitivement et totalement l'élevage. Pardon à tous ceux qui ont faim. Moi, j'avais une question tout à fait différente. Vous avez parlé de replanter des forêts avec une grande diversité. Oui. Par contre, on peut voir, par exemple, dans les Vosges, des forêts où il y a une seule espèce dominante, les grandes forêts de sapins, ou aux États-Unis, les forêts de séquoias géants. Elles sont toujours là, après des millions d'années. Donc, comment vous expliquez qu'une forêt avec une très faible densité puisse résister ? Alors ça, c'est une vraie question scientifique aussi. Alors d'abord, il faut voir jusqu'à quel point les forêts des Vosges sont complètement spontanées. Je ne suis pas complètement convaincu, mais bon. On peut avoir des exceptions à cette théorie de la biodiversité au niveau spécifique. Par exemple, les milieux que j'évoquais tout à l'heure où j'ai travaillé, là, qui sont très productifs, etc., on a très peu d'espèces graminéennes. Il y a 2 espèces qui font 95% de la production. Donc c'est presque un contre-exemple. Donc en termes d'espèces, là, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Par contre, même si ce n'est pas encore très clair aujourd'hui, on a des indices très forts suggérant que la diversité génétique de ces quelques rares espèces présentes est extrêmement élevée. Et donc votre question est intéressante parce que ça permet de dire que ce qui compte, ce n'est pas les espèces, les variétés, etc., c'est la diversité. Qu'elle soit au niveau spécifique, au niveau des individus, au niveau des écotypes, des groupes génétiques, des variétés, voire même au niveau du paysage. Et donc effectivement, sur le plan fonctionnel, par exemple l'impact sur la stabilité, productivité, et là je mets ça au conditionnel parce qu'on ne peut pas être encore affirmatif là-dessus, il est très probable, enfin on l'a quand même vu sur les maladies, il est très probable que la diversité génétique intra-espèce a le même intérêt et le même impact que la diversité génétique entre espèces. Donc peut-être que, mais je ne sais pas, il faudrait voir ça, pour l'instant ce n'est pas clair, peut-être que la réponse c'est effectivement il y a peu d'espèces, mais une grande diversité génétique. Sinon j'ai du mal à voir comment le système peut fonctionner, mais c'est à prouver. Voilà. Merci beaucoup Luc, et je voudrais qu'on le remercie chaleureusement. Merci.